Aujourd'hui, on va développer ta puissance mentale. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, discussion avec Geoffrey Brochet, qui est chef d'entreprise, formateur de coach et coach. Il a créé l'Académie de la puissance mentale. Ce qui m'a intéressé chez Geoffrey, c'est qu'il a commencé sa carrière comme formateur au sein des forces de l'ordre, et je me suis dit qu'il serait intéressant qu'il nous propose quelques outils pour augmenter notre impact auprès de nos équipes. J'ai pas été déçu, et je pense que tu ne le seras pas non plus, et que tu vas repartir avec quelques outils bien utiles à utiliser avec tes équipes dès demain. Je te rappelle que je partage plusieurs fois par semaine des nouveaux outils pour ton management, et ce, de manière gratuite. Il suffit pour les recevoir que tu me laisses ton adresse email sur le site internet www.outildumanager.com. Bonjour Geoffrey. Hello Cédric. Tu vas bien ? Écoute, ça va très très bien et je suis vraiment très content d'être là avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est réciproque. J'ai un bon moment. Ouais. Où est-ce que tu es situé en fait ? Je sais même pas où tu habites et de où tu me parles. Je suis de partout et de nulle part en fait, Cédric. Je suis en Île-de-France, je suis en région parisienne du côté est, près de Provins. D'accord. 77. Ok. Et il fait beau ? Eh bien, écoute, actuellement il fait du soleil, tu vois. Bon. On a de la chance. Oui, mais on n'a pas trop à se plaindre quand même. C'est plutôt sympa. Pareil sur la côte d'Opale, il fait super beau. Voilà. Alors. On commence par peut-être ta présentation, un petit peu de manière traditionnelle chez Outils du Manager. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Et vers quoi vas-tu ? Eh bien, écoute, Cédric, quand on me pose cette question de savoir qui je suis et comment me définir, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné par l'humain. J'aime comprendre comment l'humain fonctionne, comment l'humain interagit aussi avec les autres humains. Et ça m'a toujours passionné. Et quand j'étais gamin, je voulais me diriger vers un métier justement de compréhension de l'humain qui était professeur des écoles. Mais je me suis dit, être instit, il va me manquer quelque chose, un petit peu de manque d'adrénaline en fait. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la police nationale. J'ai été pendant 15 ans fonctionnaire de police. Donc pendant 10 ans, j'ai été en unité opérationnelle. Et puis pendant à peu près 5 ans, j'ai été formateur au sein de l'école des cadres de la police nationale. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on y formait des officiers et des commissaires. Et là, j'ai vraiment appris à comment fonctionnait l'humain. Quand je dis j'ai vraiment appris, c'est autant à l'école des cadres que sur le terrain en tant que policier. Donc, moi, j'aime me définir vraiment comme quelqu'un de passionné par l'humain. Je suis père de famille. Et tous les outils que j'ai appris quand j'étais policier et quand... maintenant, je suis chef d'entreprise. Tout ça, j'utilise dans mon quotidien, en fait. Et tout ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise moi-même, que j'utilise aussi au sein de mes formations, puisque maintenant, je suis dirigeant de l'Académie de puissance mentale. Donc, c'est une académie où on y forme principalement des coachs, des coachs mentaux. On propose aussi du coaching individuel pour des chefs d'entreprise, des managers, des dirigeants, des sportifs de haut niveau, toute personne en fait qui ont ce besoin, cette envie d'atteindre des ambitions, des objectifs ambitieux, tu vois, vraiment des choses, et ils se sentent limités et ils ont besoin d'un accompagnement et on est là pour vraiment les aider. D'accord. Ok. Voilà. Donc ton métier aujourd'hui, c'est ça, tu interviens auprès de ce public-là, c'est-à-dire à la fois les coachs et à la fois des individus, en fait, des gens qui ont besoin d'acquérir des outils ou des techniques comment on pourrait dire ça, pour apprendre à se dépasser un petit peu, c'est ça ou Quand j'étais dans la police, en fait, moi j'ai eu la chance, je dis la chance parce que tu sais, quand on est dans une institution comme la police, accéder à des stages, il y a un gros facteur chance. Ah d'accord. Et donc j'ai eu la chance d'être le premier instructeur en préparation mentale au sein de la police nationale française. D'accord. Donc le premier formateur de formateurs, j'ai été formé chez les militaires, au Centre national des sports de la défense qui est situé à Fontainebleau. Et donc tous ces outils de préparation mentale, je les ai testés, je les ai expérimentés autant sur les policiers de terrain que avec les managers, les cadres
de la police nationale. Et aujourd'hui, tous ces outils de préparation mentale, alors évidemment, je n'ai pas uniquement ces formations à mon actif, hein, j'en ai de nombreuses, soit en France ou à l'étranger aussi. Tout ça, ça m'a permis de mettre au point une méthode de coaching mental qui permet justement d'avoir des outils pour comprendre comment fonctionne l'humain et surtout accompagner l'humain vers des objectifs ambitieux en augmentant finalement, alors je vais dire augmenter son potentiel, mais c'est surtout déployer le potentiel qu'il a déjà. D'accord. Tu vois. Et en fait, les gens que tu formais, alors donc tu as eu cette partie dans la police et ensuite une autre partie qui est en dehors de la police. C'était quoi en fait ton job en fait, en quoi ça consiste? C'est-à-dire, c'est préparer les gens. C'est très très large ou c'est préparer les gens je sais pas moi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de problématiques que tu rencontrais chez les membres de la police et qu'ils avaient à résoudre et sur lesquelles tu agissais en fait? Alors, en fait, moi, au sein de la police, j'avais plusieurs casquettes. J'étais moniteur en maniement des armes, j'étais moniteur en sport, en technique d'intervention, et j'avais donc cette autre casquette de la préparation mentale. D'accord. Tu vois. Et quand j'avais peu importe le domaine d'intervention, que ce soit autant sur un stand de tir que sur des techniques d'intervention où on apprenait à des policiers et futurs policiers comment intervenir auprès d'individus armés. Là, il y avait aussi une partie humaine à apporter. Tu vois, la compréhension de l'humain était essentielle. Et donc là, les problématiques étaient vraiment autant apprendre à gérer son stress, ses émotions, sa capacité de discernement. Parce que quand tu es face à une situation, c'est pas le tout d'agir. Le principal, c'est de se poser. Ça peut durer 1 seconde, ça peut durer 2 heures. Se poser, observer, comprendre ce qui se passe. Et après, en fonction de ça, eh bien, on discerne quelle action on va mettre en place. Okay. Tu vois. Et ça, concrètement, ce principe de discernement est autant... alors oui, quand on est dans la police, il y a des vies en jeu. Dans le privé, c'est un peu différent. Mais en tout cas, le discernement, c'est vraiment un point essentiel déjà à conscientiser. Et pas se dire, OK, moi je suis un fonceur, j'avance. Je suis manager, OK, je fais ça, j'avance. OK, attends un petit peu, pose-toi. Ouais. Quels sont les enjeux? Quel est ton objectif? Et après, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant? Vraiment, c'est parti où eh bien, on ne laisse pas forcément l'émotionnel passer avant tout, mais pas non plus le mental passer avant, parce que se dire oui, je dois intervenir, tout comme un manager, parfois il verra un conflit, dire ouais, je vais intervenir. Attends, pose-toi, observe. Qu'est-ce qui serait bon selon toi de faire en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre? Si ton objectif c'est que justement il y a une bonne cohésion dans ton groupe, est-ce que le fait d'intervenir comme ça de but en blanc devant tout le monde, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Ou alors peut-être que oui, parce que là, peut-être que la personne a dépassé les limites. Tu vois. Donc c'est vraiment cette notion de discernement toujours à avoir en arrière-plan. Et ça, on l'avait autant sur des prises de décision. Par exemple, quand tu avais un commissaire de police qui est sur une grosse manifestation où il y a peut-être des centaines de personnes, des manifestants hostiles face à ses équipes, là, il peut pas faire n'importe quoi. Mais il peut pas non plus agir avec l'émotionnel. Il est obligé d'être finalement au cœur de l'événement, mais en dehors de l'action. Tu vois, c'est au cœur de l'événement parce qu'il est sur le terrain avec ses gars, mais en dehors de l'action. C'est pas lui qui va aller interpeller. Tu vois. Donc tout ça, c'est des notions que finalement, je me suis aperçu par la suite, quand je faisais des interventions en entreprise, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai pu voir au sein de la police, c'est transposable dans le privé. Ah ouais, je suis d'accord. Tu vois. Et donc, ce que tu viens d'évoquer, clairement, moi je reconnais, je reconnais des sujets qui reviennent très très souvent au niveau du management. En fait, dans ce que tu dis, je vois 2 choses. Il y a effectivement, tu dois être dans l'action, mais avec du recul, parce que en plus, un manager, il est porteur des objectifs de l'entreprise. Donc déjà, réagir selon ses émotions ou ses objectifs de l'instant, déjà c'est dangereux parce que du coup il peut s'éloigner des objectifs de l'entreprise. Il est porteur de la direction de l'entreprise. Il y a quand même une hiérarchie qu'il faut respecter. Donc première chose. Et puis la deuxième chose dont tu parles que je reconnais aussi, c'est ces espèces d'actions réflexes qu'on a
qui sont dangereuses en fait. C'est-à-dire, tu as deux personnes qui s'agressent et tu te dis, faut que j'intervienne, et tu vas intervenir sans te connaître toi-même et sans te rendre compte qu'en fait c'est un réflexe que tu viens d'avoir. Et alors peut-être que les conséquences sont beaucoup moins graves que dans une action armée avec des otages ou au cœur d'une manifestation, etc. Mais je suis complètement d'accord avec toi que les mécanismes profonds, en fait, c'est exactement les mêmes. Absolument. Et par rapport à ce que tu dis, Cédric, je rebondis, c'est que la chose essentielle, selon moi en tout cas pour un manager, c'est déjà de se connaître. Un petit peu comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, pourquoi il est meilleur que quelqu'un qui n'est pas dans le haut niveau? C'est que le sportif de haut niveau, au-delà de ses entraînements, au-delà des performances qu'il atteint, il se connaît beaucoup mieux qu'un sportif amateur. Il sait quand il doit redescendre. Il sait quand je dis redescendre, c'est quand il doit se reposer. Il sait quand il peut accélérer un petit peu comme un pilote de Formule 1. Il sait quand il doit accélérer, il sait quand il doit décélérer, à quel moment il doit tourner plus rapidement, etc. C'est vraiment plus la personne va avoir conscience de ses propres mécanismes, et mieux ce sera. Par exemple, je vais donner un exemple. Un manager qui sait que face à telle ou telle personne, il a tendance à s'énerver. Des fois, il ne sait même pas pourquoi. C'est juste parce que la personne ne lui revient pas. Et ça, c'est plus fort que nous. Ça s'appelle l'humain. Et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent ont peut-être comme ça en tête une personne qui ont peut-être du mal à comprendre ou à apprécier. Et inversement, tu as des gens, tu ne sais même pas pourquoi, mais rien que de les voir, ça te fait marrer, ou aussi c'est agréable de les voir. Et bien là, quand tu sais ça, tu vas avoir aussi un petit veilleur interne en disant « Ok, là, je suis en train de discuter avec cette personne. » Par exemple, si on prend l'exemple de la personne avec qui on ne s'entend pas forcément bien. Et là, tu sens que plus la personne en face de toi parle et plus ça t'énerve, tu dis « Ok, je sens que je m'énerve. Alors, j'ai deux solutions. Soit je laisse le curseur monter et là, je vais peut-être dire des choses qui dépassent ma pensée, ou peut-être dire des choses peut-être qui ne dépassent pas ma pensée, mais en tout cas qui ne vont pas être bonnes pour moi et pour l'entreprise et pour l'environnement. » Et là, plus tu te connais, et plus tu seras en mesure de dire « Ok, je me tais, ou je fais un silence, ou je mets mon focus sur autre chose, ou en termes de communication, je vais décider d'orienter la communication sur autre chose. » Bref, finalement, l'outil le plus simple, mais le plus compliqué, entre guillemets, ça va être de se connaître, de se comprendre, et de savoir comment on agit, et pourquoi on agit, et tous ces mécanismes derrière. Et c'est pour ça que souvent, il n'y a pas des problèmes de technicité, il y a des problèmes d'humain. Et les humains, plus on arrive à se comprendre, à se connaître, et mieux c'est. Tu vois, j'ai donné un exemple. Moi, quand j'étais jeune policier sur le terrain, des situations, quand je voyais des agressions et tout, quand les gens me parlaient mal, j'avais tendance à monter dans les tours. Et je me rendais compte que ça finissait comment? Menotter au commissariat. Tu vois, enfin, pas moi. Hein. Je menottais les gens et ça finissait au commissariat avec un délit d'outrage, rébellion, enfin bref, et puis la personne refusait de se faire interpeller, tout ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que moi, je sentais que ça montait à l'intérieur quand les gens me parlaient, et plus ça montait, et je faisais des techniques de coaching mental, hein, des techniques de respiration, des moyens pour vraiment diminuer cette pression, où je défocalisais mon attention sur autre chose. Et du coup, j'avais un dialogue qui était beaucoup plus posé, et je rentrais plus dans de la négociation, quand c'était possible, évidemment. Et du coup, les situations, plutôt que de finir mal, eh bien, ça finissait très souvent plus favorablement qu'au commissariat. Y compris favorablement pour toi, en fait, finalement. Mais bien sûr. Tu avais mieux atteint ton objectif. Absolument. Et parce que quand tu amènes quelqu'un au commissariat menotté qui refuse, lui, il arrive pas forcément en bon état, et toi non plus. Hein. C'est un petit échec, quoi. Pour moi, c'est un petit peu comme quand le RAID fait intervenir l'équipe d'assaut, c'est le dernier recours. Tu vois. Avant, il y a la négociation. Et tant qu'on peut utiliser la négociation, c'est beaucoup mieux. C'est hyper intéressant. L'exemple que tu donnes, tu vois, je peux tout de suite faire un parallèle que tu connais peut-être entre, tu vois, dans l'entreprise, je dis tout le temps, tu as 3 formes de pouvoir. Tu as l'autorité hiérarchique, première forme de pouvoir. Deuxième forme de pouvoir, l'autorité de compétence. Et la troisième forme de pouvoir, c'est l'influence. Et ce que je conseille, moi, en général, c'est l'influence. C'est-à-dire que je dis, à chaque fois que tu utilises ton autorité de compétence, tu écrases l'autre avec ta compétence. Donc tu l'empêches de se développer. À chaque fois que tu utilises l'autorité hiérarchique, t'as vu là, je suis détenteur de l'autorité, tu dois m'obéir, et c'est pas très bon pour la créativité non plus. Surtout qu'en entreprise, on est dans un contexte avec
des relations récurrentes. C'est-à-dire que la personne sur qui tu utilises ton autorité hiérarchique, le lendemain, tu es à nouveau en interaction avec elle. Donc si tu lui as mis les menottes aujourd'hui, demain elle va pas te faire de cadeau. Et donc je dis toujours, il faut faire attention. L'autorité hiérarchique, peut-être les menottes pour toi, en fait, c'est un petit peu comme la menace atomique, c'est le truc, on veut jamais l'utiliser. On sait que ça existe, ça pose un rapport entre moi et l'autre, je suis l'autorité, je suis quand même un flic, et toi t'es pas un flic, mais je vais pas l'utiliser, parce qu'on va être plus intelligents tous les deux pour résoudre notre problème. En fait, c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que tu dis, je recontextualise à chaque fois, c'est il faut se connaître soi-même. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est t'as un tempérament, toi, qui est, par exemple, nous on utilise beaucoup le disque, je sais pas si tu connais, dominant, influent, stable, consciencieux. Bon ben voilà, t'as un tempérament dominant, donc dès que le mec va monter, tu vas dire il faut que je lui en mette une, comme ça il va redescendre tout de suite, il va comprendre qui est le patron. À partir du moment où tu connais tes fonctionnements à toi, c'est plus facile de te dire ah là je suis en train de faire mon dé rouge, je suis en train de monter, qu'est-ce que je peux faire pour parce que tu as appris qu'en fait c'est pas ça qui va te permettre en fait d'être le plus efficace. C'est ta tendance, par moment tu vas avoir un besoin de l'utiliser à fond parce que là-dedans t'es bon, mais pas dans toutes les circonstances. C'est un petit peu, tu multiplies tes outils. Au lieu d'avoir, moi je sais que taper avec un marteau sur les gens, tu vas développer, ah bah non je peux utiliser aussi un tournevis, ah bah non je peux utiliser aussi un autre outil qui va mieux convenir à la situation. Absolument, et donc tu vois, quand tu connais pas ces outils justement, un petit peu comme moi quand j'étais jeune flicard, eh bien je réagissais avec sans trop me connaître. Après avec le temps ça a vraiment évolué, et puis heureusement. Mais tu vois là, autant dans ce qu'on vient de partager là, la réaction que j'avais avec les gens qui étaient sur la voie publique pouvait être aussi la même avec les collègues ou la hiérarchie. Et ça c'est ce que j'apprenais aussi à l'école des cadres. C'est qu'il y a une distinction, et c'est vraiment un parallèle par rapport à ce que tu dis, c'est faire une distinction entre le commandement et le management. Ok. Je m'explique. Quand tu es sur une manifestation, par exemple, où tu as 200, 300, 1000 personnes d'hostiles face à ton équipe, là, à un moment donné, tu fais pas de management. Tu peux pas dire, bon les gars, en gros, il y a un moment donné, on est en commandement. La règle, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Okay. Tu vois, parce que là, il y a des enjeux qui sont tellement importants. Mais quand je parle d'enjeux, c'est vraiment des questions de vie. Hein. Là, il n'y a pas le choix, c'est un commandement. Et puis, quand tu as plusieurs sections, par exemple, les commissaires en CRS ont plusieurs sections des dizaines d'hommes, ils ne peuvent pas se dire « Ok, mais les gars, comment ça va ?» et tout. Non, c'est commandement, c'est comme ça, c'est la règle. Les gars, stop, on arrête, bouclier à terre, mettez les casques, etc. Tous les ordres, d'accord. Mais par contre, il y a des moments, quand tu es dans le quotidien, j'ai envie de dire, là, c'est important de distinguer est-ce que je suis en commandement ou en management. Le management, ça va vraiment être d'humain à humain. Comme tu disais, je vais pas dire attends, je suis lieutenant, je suis capitaine, je suis commandant, tu vas m'écouter parce que tu es inférieur à moi. Là, quand on arrive là, c'est que c'est l'ultime recours, en fait. Exact. C'est quand en police, au raid, ils appellent ça l'ultima ratio. C'est l'ultime recours. C'est comme si tu faisais intervenir les équipes d'assaut, quoi. Donc, quand tu es manager et tu dis, non, mais attends, je suis manager, tu m'écoutes, c'est que déjà, tu as certainement épuisé toutes les autres possibilités. Et les autres possibilités, c'est le fameux management. Mais le management, c'est l'humain à humain. Parce que si la personne qui est en face de toi, elle a une réaction aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui la poussent à réagir comme ça. Et comme tu dis, toi tu utilises le disque, moi j'utilise l'énéagramme, c'est des choses qui sont similaires, hein, c'est la compréhension de l'humain et qui sont fondamentales quand tu es manager à intégrer, parce que tu vas déjà apprendre à te connaître toi, mais tu vas aussi apprendre à comprendre comment agissent les autres. Parce que si les gens agissent d'une façon, c'est qu'il y a des schémas internes, c'est qu'ils vivent des émotions qui les font agir. Des comportements sont toujours la conséquence de pensées et d'émotions qui amène les comportements. Si la personne se met à crier, qui est un comportement, c'est que derrière, elle vit une émotion. Cette émotion, c'est qu'il y a peut-être une valeur qui était importante pour elle, qui n'a pas été nourrie. Peut-être parce qu'elle ne s'est pas sentie considérée, peut-être parce qu'elle s'est sentie, bref, autre chose. Mais voilà. Donc, c'est important de bien comprendre. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, quand est-ce que je suis en management? Quand est-ce que je suis en commandement? Tu vois, c'est deux mots pour dire un petit peu comme... Tu vois, c'est un petit peu le parallèle à ce que tu dis. Et peut-être que les gens qui sont en train de nous écouter, si vous êtes manager, eh bien, quand vous allez être face à vos équipes, posez-vous la question. Je suis en train d'hausser le ton. Ok, est-ce que là, je suis peut-être en mode commandement? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est approprié?
Peut-être que oui, hein. Attention, il y a des moments où c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a quand même une entreprise à faire tourner, il y a quand même, on a des comptes à rendre, on peut pas toujours être dans le... Alors, bien évidemment, le management ne se résume pas à être juste cool, tranquille et dans des discussions, hein. Mais tu vois, c'est le côté, soit je suis dans de la négociation, soit je suis dans j'impose les choses. Parce que j'ai pas le choix, en fait. Très, très intéressant. Et j'ajouterais que si tu te trompes, c'est-à-dire que si tu passes en mode commandement au moment où tu devrais en mode management, en fait, tu détruis quelque chose. Et en réalité, tu es en train de nuire à la communication. Et en fait, moi, je dis, le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui s'use quand on s'en sert. C'est exactement la même chose que le dernier recours. Quelqu'un qui, moi, je vois quand je coachais des managers, le gars qui est toujours en mode commandement, en réalité, le message qu'il est en train de passer, c'est je ne sais faire que ça. Et plus il l'utilise, c'est-à-dire plus il utilise l'autorité que lui a confiée l'entreprise, parce que finalement son pouvoir, il vient de quelqu'un d'extérieur qui est l'entreprise, c'est pas un pouvoir qu'il a de manière intrinsèque, plus il utilise celui-là, ça veut dire que moins il en a à titre personnel. Et donc très vite, les gens disent bon bah en fait en entreprise on appelle ça un petit chef. Finalement, c'est ça. Voilà, sa valeur c'est il ne sait que râler, il ne sait que menacer, etc. Donc en réalité, il n'a aucune valeur lui-même. Et ça, ça te détruit ton capital confiance, en fait. Et par contre, je trouve ça vraiment intéressant, ta notion de moment de management et de moment de commandement. Comment on pourrait traduire ça dans une entreprise? Est-ce que, par exemple, tu vois, dans une entreprise, moi, je dis toujours, il y a le processus, c'est-à-dire la manière dont on fait les choses, et c'est comme ça, et une fois qu'on a enclenché le processus, un petit peu comme peut-être un policier aurait des process aussi qu'on lui a appris, c'est-à-dire dans telle situation tu réagis comme ça, quelque part tu branches la partie conditionnement et c'est comme ça qu'il faut réagir. Moi je dirais que pour une entreprise c'est un peu les process. Et puis à un moment le process il marche pas, c'est-à-dire que tu tombes sur un client, lui vraiment il rentre pas dans le truc, donc c'est là que tu vas faire jouer ta partie ton bon sens d'être humain, etc., etc. Et c'est toujours ça qui doit être supérieur au processus. Je sais pas si on peut faire le parallèle avec... Comme ça, ce qui me vient, c'est qu'on pourra avoir du 80-20. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourra avoir 80% management, 20% commandement. Tu vois, si on utilise les termes que j'ai employés juste avant. Et peut-être que dans des situations, on va être plus dans du 80% commandement et 20% management. Et dans d'autres situations, 80% management et 20% commandement. Mais dans tous les cas, c'est jamais blanc ou noir. Tu vois, il y a toujours une part des deux un petit peu. Sauf que il va y avoir une partie plus importante que l'autre. Et ça va être important au manager de se poser la question, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Tu sais aussi, il y a une question que je posais récemment à un manager, je lui dis, mais quel manager t'as envie d'être? Il me dit, comment ça? Je dis, oui, qu'est-ce que t'aimerais? Imagine que les gens qui t'observent soient complètement objectifs, enfin, on a toujours une part subjective, évidemment, mais ils t'observent de façon objective. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils disent sur toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils ressentent quand ils te voient? Ah, j'aimerais qu'ils soient comme ça, ok. Et ben voilà, tu sais ce que tu dois mettre en place. Parce que parfois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils ont tendance à râler, ils ont tendance à crier, ils ont tendance à imposer. Ok, est-ce que tu as envie d'être ce manager qui impose des choses, qui râle, qui voit plus le côté négatif que le côté positif? Bah non, alors, qu'est-ce que tu dois mettre en place du coup? Tu vois? Et en fonction de l'objectif que tu veux atteindre en tant qu'être, et pas faire ou autre chose, qui tu veux être, en fonction de ça, eh ben, tu vas mettre en place des choses pour être cette personne-là. Tu sais, dernièrement, non, ça date de quelques années en arrière. J'arrive sur j'avais face à moi à peu près une trentaine de cadres de la police. Tu vois, c'était il y avait des lieutenants, des capitaines, des commandants et des commissaires. C'est l'ordre hiérarchique. Lieutenant, capitaine, commandant, puis après, tu as les commissaires au-dessus. Et je leur dis, aujourd'hui, je vais vous partager le secret pour être vu comme le meilleur cadre de votre service. Et ça vous intéresse? Évidemment, ils m'ont dit oui, parce que sinon, ça m'aurait paru bizarre. Quand vous arrivez le matin dans votre service, vous allez dire bonjour aux personnes de votre service. Je dis, oh ouais, mais ça on le savait. Je suis ok, ça vous le saviez. Mais je vais vous poser une autre question. La dernière fois que vous avez fait ça, est-ce que vous l'avez fait parce que vous saviez qu'il fallait le faire? Ou est-ce que vous l'avez fait avec authenticité, avec vraiment d'humain à humain,
que quand tu vas dire bonjour à Ludovic, tu lui dis bonjour Ludovic avec un grand sourire, sans rien attendre en retour. Quand tu vas dire bonjour à Nathalie, tu vas lui dire bonjour Nathalie sans rien attendre en retour. Juste avoir cette présence. En toute humilité, si vous prenez du recul par rapport à votre situation, la dernière fois que vous avez dit bonjour à vos équipes, comment vous vous êtes comporté? Et là, j'ai eu un gros silence en fait. Parce que dans les cours de management, on apprend ça. Allez dire bonjour, prenez un café avec les équipes, ok. Mais l'humain a cette capacité à ressentir quand c'est sincère ou quand ça ne l'est pas. Et tu sais, quand j'étais dans la police, j'ai observé plusieurs leaders en fait. Ces officiers, ces commissaires qui avaient naturellement, qu'on avait envie de suivre naturellement là où ils allaient. Tu sais, quand moi je suis allé sur le terrain avec des mecs, je les aurais suivis, mais n'importe où en fait. Parce que c'était des leaders nés. Mais ces leaders, donc des managers, ils manageaient, hein, mais pour être ces managers, ces leaders, eh bien tout simplement, ils incarnaient tout ce qu'ils disaient. Ils avaient un niveau de présence et d'écoute qui était juste incroyable. Et ils avaient très peu besoin de passer en mode commandement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on les suivait. Ils donnaient un truc, on les suivait. On n'avait même pas besoin d'avoir ce cadre. Parce que tout à l'heure, tu me disais un petit peu la part entre management et commandement. Eh bien, le commandement, c'est quand on impose la structure. On impose, tu vois, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Eh bien, eux n'avaient pas forcément besoin de l'imposer puisqu'on les suivait naturellement. Alors, on peut faire 1000 cours de savoir comment être un leader. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, c'est apprendre déjà à se connaître, s'autoriser aussi la vulnérabilité. Tout à l'heure, tu disais, si la personne s'est rendue compte peut-être qu'elle était en mode commandement alors qu'elle aurait dû être en mode management, eh bien, pourquoi pas le dire? Pourquoi pas aller voir les équipes, dire, bon les gars, enfin, j'ai les gars, c'est façon de parler, hein, mais je vous réunis aujourd'hui parce que, voilà, je me suis rendu compte que hier, je suis intervenu avec vous et j'ai dit quelque chose que je ne pensais pas forcément. Alors croyez-moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas facile pour moi parce que c'est peut-être une preuve d'erreur et tout ça, mais je vous fais part de ma vulnérabilité. Et comment les gens, les équipes vont réagir? Ils vont dire waouh, c'est quelqu'un qui accepte d'avoir fait des erreurs, c'est quelqu'un qui est là pour être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, la vulnérabilité, c'est une preuve de force. Oui, de confiance. Une preuve de confiance, absolument, un peu comme un sportif de haut niveau qui est capable de dire ok, là j'ai bien fait et là je dois m'améliorer. Et aussi ce que tu dis, justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont bloqués dans ce mode de management commandement, c'est-à-dire qu'ils ont une image très forte, ils pensent que voilà, ils sont détenteurs de l'autorité. Et pour ces gens-là, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez faire un tout petit effort sur la partie être sympa, dire bonjour aux gens en souriant, en leur parlant vraiment d'égal à égal, ça va avoir un effet démultiplié justement parce que vous avez jamais présenté cette face-là de votre personnalité. Et donc, c'est peut-être ce qui va être le plus dur pour vous parce que c'est pas très naturel chez vous, vous avez mis en place un comportement qui vous a enfermé, mais en même temps, ça va être le levier le plus fort. Parce que les gens, ils vont se dire, et ça c'est un truc à savoir en termes de charisme, c'est que les gens les plus charismatiques, c'est des gens qui représentent un fort pouvoir, c'est-à-dire on se dit ouais quand même c'est Elon Musk, ouais quand même c'est Bill Clinton par exemple qui était très connu pour ça, c'est qu'il représentait un pouvoir énorme, mais quand il regardait quelqu'un et quand on lui parlait, c'était comme si c'était la seule personne importante dans la pièce. Et quand vous faites ça, vous augmentez en fait votre pouvoir, c'est-à-dire vous perdez rien, vous ne faites que gagner en réalité. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir parce que c'était très intéressant, quand tu leur disais quel type de chef vous voulez être, moi, je dis toujours, il y a un truc super simple, si vous savez pas trop, regardez votre boss à vous, regardez ce que vous aimez chez lui, faites la liste, et regardez ce que vous détestez chez lui. Et votre plan d'action, ça va être de faire ce qu'il fait bien, et de faire mieux ce qu'il fait mal. Parce que votre boss, même si vous le supportez pas, ça peut être le contre-exemple qui va vous permettre de devenir vous-même un meilleur boss. Et il sert qu'à ça, votre boss, finalement. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est pas grave. Il peut vous servir à devenir un meilleur manager. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est tellement flagrant. Je me souviens d'une réunion comme ça qu'on avait avec un grand commissaire et avec plusieurs officiers. Puis nous, on était les formateurs au sein de l'école. Et ce commissaire rentre dans la pièce, mais de façon complètement détestable. Tu sais, il arrive, il dit même pas bonjour. Il dit bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Enfin, vraiment.
au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il joue un jeu, on est filmé, c'est une blague, c'est pas possible en fait. Bref, et au fur et à mesure que les intervenants prenaient la parole, ils se faisaient briser par ce commissaire qui était juste désagréable au possible. Ouais. Et en sortant de la réunion, les gens disent « Oh là, c'était une réunion de merde, c'était terrible et tout. » J'ai dit « Mais non, c'était une super réunion en fait. Pourquoi tu dis ça ?» Parce que justement, vous avez eu l'exemple à pas suivre. Ouais. Si cette personne a agi comme ça, et justement ça a provoqué quelque chose chez vous, bah dites-vous que c'est le type de personne que vous ne voulez pas être. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, tu vois. Et donc, plutôt que de se dire c'était une mauvaise réunion, dire qu'est-ce que j'en tire comme justement apprentissage par rapport à ça. Et c'est aussi la posture de dire n'essaye jamais de changer ton chef. En fait, en France, moi c'est ce que je vois beaucoup, c'est que dès que je commence à parler de management de manière informelle, les gens me disent « Ah oui, alors toi, t'es spécialisé dans le management. Bah écoute, mon chef, il est comme ça. » Je dis « Ouais, enfin... » Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui toi tu es. C'est toi qui est important, pas ton chef. Arrête de focaliser sur lui. Tu peux pas le changer, ton chef. Il a l'autorité. S'il a pas envie de changer, il changera pas. Toi, tu peux changer. Et donc, tu peux l'utiliser, utiliser sa force négative pour toi devenir meilleur. Et un des outils, et par rapport à ça aussi, un des outils qui est vraiment très intéressant et qui est très puissant, c'est d'être un manager valorisant. Ouais. De mettre l'accent vraiment sur ce qui fonctionne plutôt que ce qui fonctionne pas. Alors j'entends tout de suite les gens dire oui, mais si on n'est pas dans un monde de bisounours. Non, c'est pas ça. Et vraiment, quand les gens font une bonne action, c'est pas nécessairement normal. Au contraire, leur dire qu'ils ont fait une bonne action. Moi, je me souviens, cet officier de police qui, à chaque fois qu'il y avait une belle intervention où les collègues avaient risqué leur vie, il les convoquait dans le bureau le lendemain et dire « Eh les gars, bravo pour ce que vous avez fait. » Ça lui prenait quoi? Quelques minutes. Mais par contre, il augmentait en leadership de façon incroyable. Tu vois, ça prend pas grand-chose. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude d'être valorisants, eh bien, entraînez-vous. Entraînez-vous de façon très simple. Vous allez à votre supermarché, faites un sourire à la caissière, dites-lui merci, soyez valorisant par rapport à ce qu'elle fait. Mais encore une fois, soyez valorisant, mais soyez authentique dans tout ça. C'est pas, ne faites pas ça parce que vous devez le faire. Faites-le parce que vous en avez aussi envie de le faire. Tu vois. Et plus le manager sera valorisant, et vraiment, plus il aura cette aura, ce leadership. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu es valorisant vis-à-vis des autres, toi aussi, il y a ton curseur interne en termes d'émotions positives qui monte. Voilà, donc ça, c'était vraiment... c'est à tester et c'est très, très puissant. Et puis, il y a un effet aussi on dit souvent... on ne sourit pas parce qu'on est heureux parce qu'on sourit. C'est-à-dire que le fait de sourire, ça te rend heureux. Hein. C'est un truc en psycho-comportemental qui est connu. Mais ça veut aussi, ça marche aussi dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que plus tu vas trouver des raisons de donner un feedback positif à tes équipes, c'est-à-dire plus tu vas trouver des raisons de les valoriser, plus elles vont te paraître aimables. Plus tu vas avoir envie de les aimer. Et en fait, moi, je pense que pour bien manager les gens, il faut les aimer. Et donc, ça commence par ça. C'est aller chercher chez eux ce qui est bien, ce qui t'intéresse, etc. Et toi, ta manière de manager, inconsciemment, elle va changer aussi. C'est-à-dire que petit à petit, dans ta tête, il y a des circuits qui vont se mettre en place et qui vont se dire, j'ai une bonne équipe. Et qu'est-ce qu'il y a... Enfin, moi, je veux dire, quand un manager commence par m'expliquer à quel point les gens sont mauvais dans son équipe, je me dis, OK, c'est pas encore un bon manager. Parce que c'est lui qui va rendre son équipe. Il y a un test qui a été fait. Alors, je retrouve pas les références, mais ils ont fait ça au Canada. Il y avait une équipe A avec un manager A qui performait très très bien, et une équipe B avec un manager B qui performait très mal. Et évidemment, le A disait c'est parce que j'ai une super équipe, et le B disait c'est parce que j'ai une super mauvaise équipe. Ils ont échangé les managers, et le manager A qui avait une équipe qui marchait bien, il a rendu l'équipe B extrêmement performante, et l'autre, il a fichu en l'air la productivité de l'équipe qui à la base était performante. C'est-à-dire que vraiment la performance de l'équipe, ils l'ont prouvé à travers cette expérience, que j'aimerais bien retrouver, si jamais quelqu'un la connaît, j'aimerais bien avoir les références, je n'arrive pas à les retrouver. Mais voilà, ça a été la démonstration réelle que c'est le manager qui fait la qualité de l'équipe. Et ça commence par, vous allez trouver chez vos collaborateurs les choses qui sont intéressantes, et vous allez miser sur ces choses-là, plutôt que d'essayer de corriger leurs défauts.
Il y a un proverbe tibétain qui dit « Ne cherche pas à changer la personne, change ton regard que tu as sur la personne. Ouais. » Et c'est ça, en fait. C'est pas la personne qui... Alors, oui, parfois, il y a des individus qui sont des individus à problème. Ça, on peut pas non plus le nier. Mais bien souvent, de changer... on souhaiterait changer la personne, mais de changer la relation qu'on a avec la personne est beaucoup plus intéressante. Et pour changer la relation qu'on a avec la personne, eh bien déjà, peut-être changer son comportement. Un exercice qui est assez intéressant, qui peut se faire aussi avec des équipes, mais qui peut aussi se faire en couple, c'est vraiment, plutôt que de dire à la personne « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », de se mettre à la place de la personne et dire « ok, si j'étais à ta place, ce que j'attendrais de moi en tant que manager, ce serait, deux points, ouvrez les guillemets. » Et là, vraiment, de se mettre à la place de la personne. Et pas tout de suite se réfugier derrière des excuses. Oui, mais moi, en tant que manager, j'ai des résultats à atteindre. Oui, ça, c'est une réalité, certes. Mais plus on va mettre de l'humain, plus on va mettre du cœur à l'ouvrage, et les résultats, ils vont arriver. Tout comme quand on regarde des équipes sportives, quand il y a un bon leader, un bon type de management, eh bien, les équipes, elles performent. Bien sûr. Ça se retrouve dans toutes les équipes de sport, que ce soit le foot, qui est du collectif, handball ou ce que tu veux. Ça, c'est... Je me demandais, c'est quoi alors, je sais pas si tu vas réussir à sortir quelque chose de ça, mais c'est quoi les problèmes que tu rencontres le plus souvent chez des gens qui ont des responsabilités ou qui gèrent d'autres personnes, tu vois, des gens en charge, les gens que tu coaches, et là je parle plutôt des gens que tu coaches en direct, pas des coachs que tu formes, mais c'est quoi leur souci majeur, c'est quoi le truc en général que tu revois, les gens ils viennent te voir parce qu'ils ont quel problème au fond. Souvent je pense que les gens viennent te voir en disant ben voilà, j'ai une équipe qui est pourrie, enfin ils vont te donner des raisons, mais fondamentalement en général, c'est quoi je dirais, le malaise qu'il y a aujourd'hui, d'après toi, chez les gens qui ont des responsabilités dans l'entreprise? Souvent, les gens vont venir me voir en me disant, voilà, j'ai un problème avec mes équipes. Ouais. Et ils disent, mais je sais ce que c'est ma communication. Mais en réalité, c'est pas immédiatement un problème de communication, c'est un problème de positionnement. C'est un problème d'humain, encore une fois. C'est comment tu te positionnes en tant que manager. Une fois que tu as défini ton positionnement, là, ta façon de communiquer va être d'une façon ou d'une autre. Et l'impact de ta communication sur tes équipes, eh bien, elle sera d'une façon aussi ou d'une autre. Donc, c'est essentiel, c'est la base en réalité. Tu vois, la méthode puissance mentale que j'ai mise au point, une méthode donc de coaching mental, avec tout ce que j'ai pu tester, expérimenter, elle repose sur 3 piliers. Parce que je me suis rendu compte que toutes les techniques, toutes les méthodes que j'avais étudiées en préparation mentale préparaient mentalement une personne à un objectif, un petit peu comme un sportif de haut niveau se préparerait à gagner une compétition. Donc là, ça serait le 3e pilier, l'atteinte de son objectif, de son ambition, de son projet. D'accord ? Ça, c'est le 3e pilier. Et bien souvent, les personnes commencent par ce pilier-là. Alors qu'en fait, juste avant, il y a le 2e pilier. Le 2e pilier, c'est la connexion à son environnement. Comment j'interagis avec mon environnement ? Comment je fais en sorte d'écarter peut-être les gens dans mon environnement qui ne sont pas bons pour moi, comment je fais pour conserver les gens qui sont bons pour moi, etc. Comment je crée mon réseau, de quelle façon je le crée, etc. Et le 1er pilier, c'est la connexion à soi. D'accord. La connexion à soi, donc ça veut dire que pour atteindre une performance, donc pour atteindre le pilier numéro 3, pour atteindre son objectif, il va être important de bien s'entourer, pilier 2, et surtout que cet objectif, cette performance, soit en connexion avec toi-même. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui, on a des gens, que ce soit des chefs d'entreprise, des managers ou autres, ils ont d'apparence tout pour être heureux. Ils ont un excellent salaire, ils ont une vie de famille qui est cool, ils ont un job qui n'est pas très loin de chez eux, mais intérieurement, ils sont malheureux. Et du coup, donc ils ont atteint leur ambition, enfin leur objectif, qui est le pilier 3, mais intérieurement, ils sont malheureux. Tout simplement parce que aujourd'hui, peut-être que cette ambition ne correspond plus ou pas à ce qui est bon pour eux. Donc, ils sont complètement déséquilibrés, un petit peu comme si on avait ces 3 points là qui étaient en parfait équilibre. Là, tu as le point 3, donc la connexion à ses ambitions, qui est beaucoup plus haut, et ils se sont oubliés. Et peut-être même qu'ils ont oublié leur environnement, leur famille, leurs proches, ou même qu'ils en ont oublié tout simplement leurs collègues. Et du coup, ils sont juste focalisés sur leur ambition. Je comprends.
Tu vois, donc, ce qui est important, c'est comment je fais pour rééquilibrer tout ça. Et le travail essentiel, c'est de revenir déjà à la base, qui est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Tout ça, c'est un travail personnel à faire. Mais qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Avant même de penser à son environnement. D'accord. Quand je dis environnement, c'est proche, famille et autres. Et après, une fois que ça, c'est bon pour moi, comment je peux faire en sorte pour que mon environnement, justement, soit un allié plutôt qu'un ennemi par rapport à tout ça? Et quand tu parles de l'environnement, c'est pas forcément ses équipes, ça peut être des personnes qu'il a autour de lui, ça peut être ses amis, ça peut être les gens qui l'écoutent, etc., etc. Oui, absolument, parce que souvent on dit oui, ce qui se passe au travail reste au travail, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Bon, ça c'est bien sur le papier, mais la réalité est un peu différente. Hein. Finalement, quand on a des problèmes personnels, on va au boulot, c'est très difficile de dire ok, parce que voilà. Et vice versa, hein, c'est-à-dire que vice versa. En fait, le côté problématique va toujours envahir l'autre côté. Hein, Exactement. Même si, tu vois, comme dans la police, on a un uniforme, c'est-à-dire qu'on enlève l'uniforme pour repartir chez soi. On a beau enlever l'uniforme, mais on n'enlève pas forcément tous les problèmes qui vont avec. Hein. Donc, ce qui va être important, c'est aussi d'équilibrer tout ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter justement avec des grands managers qui, aujourd'hui, ont d'apparence la vie rêvée. Parce qu'ils ont atteint leurs ambitions qui s'étaient fixées depuis des années, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux. Un peu comme un sportif de haut niveau, il a tout pour être heureux, il a atteint la médaille mondiale. Alors, il a été heureux au moment où il l'a mis autour du cou, mais après, il déprime. On voit beaucoup il est en perte de sens. Il est en perte de sens. Tout simplement, et il perd du sens. Donc, en gros, il ne sait pas vers où il va, il est perdu, un peu comme s'il était perdu au milieu d'une forêt, là. Tout simplement parce que tout ça, c'est pas nécessairement venu nourrir ce qui était important pour lui. Donc aujourd'hui, en tant que manager, la question que je vous pose, pour atteindre les objectifs, qu'est-ce qui va être important pour vous? Ça va être essentiel. Et comment vous pouvez communiquer ça, ce qui est important pour vous? Et est-ce que ce qui est important pour vous est aussi important pour vos équipes? Et quand ce qui est important pour toi est aussi important pour les équipes, autant dire que ton ambition et ton projet, il va être atteint. Ouais, tout est Parce que là, c'est une dream team. Hein. On a les mêmes valeurs, on partage le même objectif, on respecte le même cadre, et on y va. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, un truc que je vois fréquemment et que moi j'ai connu en tant que chef d'entreprise, c'est, tu as un moment, un projet dans ta vie qui est, tu veux atteindre un certain niveau de sécurité financière, d'usage de ton temps, c'est-à-dire tu veux être libéré par rapport aux contraintes, etc. Et en fait, il y a un moment, très souvent, t'atteins tout ça en fait, mais tu t'en rends pas compte. En fait. C'est-à-dire que t'as atteint la sécurité financière, c'est-à-dire que tu es plus en sécurité que 90% de la population. Tu as une maîtrise totale de ton temps, c'est-à-dire si t'es le boss, donc si t'as envie d'aller travailler, t'y vas, et si t'as pas envie, t'y vas pas. Et en fait, t'as déjà tout ça, mais tu t'en es pas rendu compte. Et donc, tu continues à pédaler. C'est un peu comme le sportif, il a déjà franchi la ligne d'arrivée depuis longtemps, et il continue à s'épuiser, il est toujours à fond. Et effectivement, si on fait pas attention, on est grisé par ça, et on est dans nos process qui nous ont permis de réussir, et on oublie de prendre du recul en disant, mais non, mais ça y est, je l'ai réalisé, maintenant, de quoi j'ai vraiment envie au fond de moi, etc. C'est un petit peu ça aussi, tu vois, je prends un exemple extrême qui est celui du chef d'entreprise, mais c'est parce que j'en rencontre plein. Et en général, quand ils sont dans cette position, c'est là qu'ils commencent à faire n'importe quoi avec leur boîte, avec leur temps, avec leur argent, et avec leur famille en général. Donc, exactement. Alors, il y a ces personnes, comme tu dis, là, qui se rendent même pas compte qu'ils auraient accès à tout ce dont ils rêvaient, mais ils en ont pas conscience. Et tu as aussi les personnes qui sont uniquement focalisées objectif et pas l'après-objectif. Je me souviens d'une personne que j'avais préparée mentalement pour les tests du RAID. Donc lui, il était rentré dans la police parce qu'il voulait rentrer au RAID. Il avait une condition physique de dingue, il avait un mental de dingue, il avait tout pour réussir au RAID. Et je lui pose juste une question. Je lui dis, imagine que tu es déjà au RAID, ça fait 1 an que tu es au RAID, tu as ce fameux écusson qui pour toi est aussi très représentatif, tu l'as sur ta combinaison, tu es au RAID, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie perso? Et là, il bug en fait. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce que c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Ouais, avec ta famille, ça se passe comment? Je sais pas. Je dis, est-ce que tu as pris conscience que tu allais aller au Liban pendant 2 mois? Tu allais aller en Afghanistan pour protéger l'ambassadeur aussi, peut-être 3 mois? Tu as pris ça en considération?
Il me dit, oui, ça, je le sais. Ok, tu le sais, c'est très bien. Et je dis, maintenant, comment ça se passe donc dans ta famille? Bah, je les vois moins. Et est-ce que tu pourrais pas les faire différemment? Il me dit, ah non, là. Et en fait, il se rend compte d'une chose, c'est qu'il était tellement focus sur son objectif qu'il en avait oublié l'après. Et du coup, il s'est rendu compte que cet objectif-là n'était pas bon pour lui. C'est un peu le président de la République qui est très très fort en campagne et pour abattre et puis se retrouve en fonction et là il est plus bon du tout. Parce qu'en fait il avait pas prévu. En fait il avait pas. C'est incroyable. Mais ça, je prends l'exemple du président de la République. Peut-être vous avez des gens en tête. Moi j'en ai quelques-uns. Mais c'est pour vous dire que ça peut se situer à des gens de très haut niveau cette chose-là. Bien sûr. Cette puissance qu'ils ont pour conquérir. Et ce vide absolu qu'ils ont une fois que la conquête est faite, quoi. Bah, ils ont un vide jusqu'à la conquête parce que justement, il n'y a que ça qui compte. Ouais. Donc tout le reste n'existe pas. Et une fois qu'ils y sont, bah, ils sont perdus parce qu'ils n'avaient pas prévu l'après. Et la question que je posais à ce jeune homme, là, en lui disant, imagine tu y es, qu'est-ce qui se passe? J'en ai certains qui m'ont dit, bah, moi c'est ok, je sais que je ne serai pas là très souvent avec ma famille, mais par contre, quand je serai là, je serai pleinement là avec eux. Peut-être que je passerai moins de temps avec, mais ça sera du temps de qualité. Je sais, ok. Moi, j'étais pas là pour lui dire c'est bien ou c'est mal. J'étais là pour mettre, c'est le rôle d'un coach, de lui faire prendre du recul par rapport à ce qu'il était en train de vivre et de savoir ce qui allait se tramer en fait. Tout à fait. C'est le syndrome aussi, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais de l'alpiniste qui en fait, je sais plus où j'ai vu ça, où les accidents se font souvent sur le retour parce que la personne, en fait, elle a mis toute son énergie dans le fait de gravir la montagne et d'arriver en haut, et elle a absolument pas prévu qu'il fallait qu'elle redescende. Et en général, c'est là que surviennent les accidents, parce qu'il y a un épuisement, parce que elle s'est pas économisée, parce qu'elle sait pas gérer en fait la redescente de la montagne, en fait. Bah, tu sais, quand on prépare, que ce soit des sportifs de haut niveau ou alors des top managers à des grands événements, il y a le avant. Qu'est-ce que je mets en place pour me préparer? Il y a le pendant l'événement. Mais on prépare aussi l'après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu vas récupérer après? Qu'est-ce que tu vas mettre en place précisément après? Et ça, c'est les 3 phases de l'action qui sont aussi fondamentales. Et quand les gens ont des objectifs, c'est OK, ouais, mais je veux ça. Je veux atteindre la liberté financière, je veux atteindre X. On va pas se mentir. Je pense qu'on y a tous pensé à un moment ou l'autre. Je veux atteindre tel objectif, être très focus objectif. Ça, c'est OK. Mais OK, une fois que ça, c'est atteint, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Parce que c'est un petit peu, oui, mais je serai plus avec mes enfants ou je serai plus. Ok, est-ce que tu pourrais pas déjà être plus avec tes enfants maintenant, sans attendre les 10 ans qui se séparent jusqu'à l'atteinte de ton objectif? Donc tout ça, c'est intéressant comme question à poser. Et encore une fois, on se rend compte que les résultats physiques, matériels, j'ai envie de dire, sont très souvent la conséquence de ce qui se passe au niveau humain. Je suis d'accord avec toi, complètement. Alors, j'ai noté plein de choses, mais ce que j'aimerais bien maintenant, c'est un petit peu faire le bilan sur ce que peuvent, ce avec quoi peuvent repartir les personnes qui nous ont écoutés, en termes d'outils qu'ils peuvent utiliser tout de suite, qui pourraient leur servir tout de suite demain pour voir si ce qu'on a partagé ensemble, ça peut être utile concrètement. Moi, il y a un truc qui m'a tilté dans ce que tu as dit, par exemple, c'est cette histoire commandement-management. Je trouve que si à partir de demain, vous pouvez vous poser la question, à chaque fois que vous êtes en interaction avec vos équipes, est-ce que je suis en mode commandement? Est-ce que je suis en mode management? Et moi, c'est ce que je vais m'appliquer, parce que tu vois, j'avais entendu ce truc-là, mais ça m'était sorti de l'esprit. Je trouve que c'est très intéressant. Et c'est intéressant pour ce que tu as dit, et aussi pour bien comprendre que, ouais, parfois, faut être en mode commandement. Si tu veux, dans les gens qui nous écoutent, il y a de tout. T'as des gens, ils sont tout le temps en mode commandement, mais j'en connais aussi beaucoup, où tout ce qui compte, c'est qu'on soit cool, qu'on soit ensemble, tu vois, des profils un peu S dans le disque, stable. Ce qui compte, ouais, sauf que non. Des fois, faut aller au front, et là, on n'est plus en train de s'écouter, de se regarder le nombril. On a un objectif et il faut qu'on y aille. Donc, avoir cette conscience, déjà, à partir de demain, ou à partir du moment où vous reviendrez, peut-être vous êtes en vacances quand vous nous écoutez, de se dire, tiens, est-ce que là, je suis en train de faire du commandement ou du management? Je trouve que c'est vraiment utile de développer cette habitude chez soi, de pouvoir switcher de l'un à l'autre, selon la nécessité du moment. Moi, je trouve que ça, c'est un outil super utile que tu nous as donné. Mais ça, c'est vrai que tu sais, les gens peuvent aussi s'entraîner à le faire
pas nécessairement que au moment de leur travail. Ils peuvent le faire aussi pour ceux qui sont pères ou mères de famille. Ouais. À quel moment je suis justement dans le management avec mes enfants ou à partir de quand je suis dans le commandement? Est-ce que, par exemple, quand les enfants, et je pense que tous les parents vont se reconnaître là-dedans, c'est quand c'est le moment de couper la télé pour aller au lit. À partir de quand je suis en mode commandement? C'est maintenant, on éteint et on y va. Ou à partir de quand je suis en mode management? Donc, la première chose, si on rentre un petit peu plus dans de la précision pour que les gens repartent avec quelque chose de vraiment très complet, juste pour le tester et l'expérimenter, c'est déjà d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Dire comment ils sont. L'écoute d'eux-mêmes et d'être à l'écoute de leur environnement. Ils écoutent ce qui se passe pour eux et pour les autres. Après, ils font preuve de discernement. Le discernement, c'est est-ce que je suis dans ce fameux commandement? Est-ce que je suis dans ce fameux management? Ou plutôt, est-ce que je dois être dans ce commandement ou est-ce que je dois être dans ce fameux management? Et après, en fonction de ça, eh bien, agir. Donc, on écoute, on discerne et on agit. Tu vois, donc, on pourra appeler ça la méthode EDA. Écoute, discernement, action. Pas mal. Ça va nous aider. Hein. Voilà. Mais et ça, toi comme moi, on le sait, mais je vous invite vraiment à le tester. Parce que dire, c'est cool, c'est intéressant, on reste juste dans le savoir. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de l'appliquer. Pas besoin d'avoir des techniques ultra complexes. Quand je forme des coachs, je leur dis, l'essentiel n'est pas que je vous enseigne des techniques compliquées que soit vous n'appliquerez jamais, soit les personnes que vous accompagnez n'appliqueront jamais. Le principe, c'est d'avoir des leviers simples, des principes simples, mais appliqués avec excellence. Quand aujourd'hui, tu es en mesure de savoir quand est-ce que tu es dans ce fameux management, ce fameux commandement, juste ça, c'est simple, mais quand tu l'appliques avec excellence, c'est garanti sur facture, il va y avoir des super résultats. C'est un peu ce que je dis. Hein. Ce qu'il faut faire en management, en gros, on le connaît depuis 30 ans. Le problème, c'est qu'on le met pas en œuvre. et voilà. Et en général, c'est des choses très simples. Alors, la deuxième chose que je trouve qu'on pourrait aussi retenir, c'est, et d'ailleurs, ça aidera les gens qui sont souvent en mode commandement et pas assez en mode management, c'est le fait de dire bonjour aux personnes, mais le fait de le dire comme on le dirait à un ami, c'est-à-dire pas bonjour et je passe à la personne suivante. Non, je serre là. Alors en ce moment, il y a les gestes barrières, mais je regarde la personne dans les yeux, je dis bonjour, ça va, et j'écoute ce qu'elle me répond, et j'ai une petite interaction avec elle. Et ensuite, je dirais la phase d'après, toujours pour ces gens qui sont un peu trop dans le mode commandement, c'est qu'est-ce que mes équipes font bien, ou chaque personne, d'ailleurs, c'est pas mes équipes, c'est chaque personne individuellement, celle à qui je viens de dire bonjour, c'est quoi ses points forts, c'est quoi qui marche bien chez elle. Déjà, je m'oblige à regarder ces choses-là avant de regarder ce qui va pas, et je m'oblige à lui faire un retour sur ça. Je pense que c'est la clé, justement, pour aller vers quelque chose d'une relation vraiment humaine avec les personnes. Déjà, c'est de l'individu, c'est plus un groupe, parce qu'on dit bonjour à un individu, à une personne, qui a des caractéristiques, qui a une vie différente de la personne d'à côté, même si elles font le même job dans la même équipe. Et plus la marque de considération, donc plus cette valorisation sera nominative et plus elle sera puissante. Bien sûr. Ça aura beaucoup plus de puissance à dire Cédric, vraiment, ce que tu fais, c'est juste excellent, plutôt que de dire bravo pour ton travail. De mettre le prénom, ça identifie la personne à cette action et ça donne beaucoup plus de valeur. Alors nous, on a un outil qui s'appelle feedback, donc qui peut être positif ou négatif, qui est en 4 étapes. Donc c'est très facile de le décliner. C'est la première étape, c'est est-ce que je peux te faire un feedback, c'est-à-dire ouvrir la communication. La deuxième étape, c'est dire quand tu, c'est-à-dire s'obliger à dire pas juste oh je t'apprécie beaucoup, c'est dire quand tu fais telle chose, un comportement, voilà l'impact positif. Continue. Tu vois, les 4 étapes, c'est ça. Est-ce que je peux te faire une petite remarque? Quand tu, je sais pas, quand tu rends comme hier ta présentation avant pour que j'ai le temps de la revoir avant le comité de direction, tu me facilites beaucoup la tâche, je gagne du temps et c'est bon pour l'équipe. Continue comme ça, voilà. Tu vois, c'est tout con. Ça dure 3 secondes et ça change la journée de la personne que tu as en face de toi et ça encourage que ce comportement revienne régulièrement. Donc voilà, c'est l'outil feedback. La personne, elle repart avec de la lumière dans les yeux en se disant waouh, c'est cool, la personne. Enfin, il s'en est rendu compte. Bien sûr, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors,
Comment toi, Geoffrey, tu peux aider les managers? Déjà, c'est quoi les circonstances qui peuvent faire qu'un manager vienne te voir? Eh bien, très souvent, quand les gens viennent me voir pour des sessions de coaching, c'est qu'ils sentent intérieurement qu'ils pourraient avoir un meilleur leadership, augmenter leur impact au niveau de leur entreprise, mais ils ne savent pas comment faire. D'accord. Ou alors ils savent comment faire, mais ils ne savent pas comment le mettre en application. Tu vois, ils se sentent bloqués. Et là, c'est vraiment... on peut facilement, avec un accompagnement, débloquer tout ça. D'accord, ok. Donc, la question d'après, c'est comment on peut entrer en contact avec toi, comment on peut te poser des questions. Alors, évidemment, à chaque fois, je le dis, ce podcast, il est diffusé, évidemment, sur les plateformes, mais il est aussi sur notre forum. Et donc, si vous avez des questions à poser à Geoffrey, à moi, ou si vous voulez simplement échanger sur ce qu'on s'est dit, vous allez sur le forum et puis je me ferai le relais. De toute façon, Geoffrey, je te donnerai le lien. Mais toi, tu as probablement aussi... comment on te contacte, en fait? Comment on fait pour... Alors, sur LinkedIn, c'est Geoffrey Brochet, déjà. Brochet. Brochet comme le poisson. Et Geoffrey, c'est Geoffrey. Donc, ça sera marqué fondateur de l'Académie de puissance mentale. Sinon, sur le site www.mapuissancementale.com. En un mot. Tout collé. mapuissancementale.com. Et sur Facebook, Instagram, c'est Ma Puissance Mentale. Je suis très réactif. D'ailleurs, si les gens qui nous ont écoutés, s'ils ont la moindre question, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, comme l'a dit Cédric. C'est avec plaisir. Voilà, même donner un feedback. J'ai apprécié ça ou j'ai moins apprécié ça. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks pour grandir. Encore une fois, ce que je propose aux gens, je le fais aussi pour moi. Donc voilà. Et c'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je serai là pour vous aider. En tout cas, Geoffrey, je te remercie infiniment. Je sais que ton temps est compté, tu as des emplois du temps bien remplis, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, plein de gens que tu coaches en ce moment. Tu m'expliquais que tu travailles en cohorte, c'est-à-dire que tu prends des groupes et puis tu les amènes... Oui, alors pour la formation des coachs, oui, c'est des sessions. Actuellement, on a une session en septembre, une session en janvier, c'est une formation qui dure sur 6 mois. Et après, sur les coachings individuels... de sportifs, de dirigeants, managers, tout ça, c'est du coaching individuel, donc ça c'est un peu différent. Ok, mais en tout cas merci beaucoup. Merci à toi, Cédric. Et puis je te souhaite une grande réussite à l'avenir. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et j'espère qu'ils ont retenu des belles choses par rapport à notre entretien. Merci à tous. Je te remercie, au revoir. J'espère que ce podcast t'a plu et que tu pourras en tirer de quoi améliorer ton management. Si tu veux une méthode de management, je te propose la mienne que tu peux télécharger sur mon site outildumanager.com. Si tu es déçu du management, si tu es perdu, si tu es épuisé ou si tout simplement tu es motivé pour changer, Outils du Manager est là pour toi, quel que soit ton niveau, ton entreprise et tes responsabilités. Chez Outils du Manager, on transforme des milliers de managers depuis plus de 10 ans avec une méthode simple et efficace. La première étape, c'est de lire mon livre. Ça prend 30 minutes et ça peut vraiment révolutionner ta manière de manager. Si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous sur outildumanager.com. À bientôt.